bonsoir à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez à peu près? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour cette dernière conférence qui s'inscrit dans un cycle de plusieurs rencontres depuis maintenant quelques semaines, organisées par la Maison de l'Europe autour de la question de l'Europe et nous, et de la manière dont on réussit à développer notre connaissance, c'est encore mieux, et notre sentiment européen. Et alors ce soir, précisément, c'est le dernier cycle de cette rencontre autour de la question essentielle de la citoyenneté et de l'égalité, avec cette question qui nous est posée, à laquelle on va essayer ensemble de répondre. Qu'attendez-vous de l'Europe? Vaste programme, me direz-vous, mais on va essayer d'en débattre ensemble. Mais avant cela, et avant de vous présenter les intervenants qui vont nourrir notre débat et notre échange, je vais inviter, elle est encore en coulisses, à venir avec moi, Magali Potier, la directrice de la Maison de l'Europe, pour quelques mots d'introduction et de mise en perspective, mieux que je ne le ferai, avec un micro, c'est encore mieux, voilà, et mettez-vous bien là, au milieu, devant, n'ayons pas peur de trop nous rapprocher, pour que vous nous expliquiez peut-être, je viens de rappeler rapidement que cette réunion s'inscrivait dans un cycle de 4 ou 5 conférences qui se sont succédées, et là on peut peut-être resituer le cadre général de cette démarche, de cette proposition que vous aviez imaginée avec les équipes de la Maison de l'Europe. Bonsoir à tous, donc Magali Potier, je suis la directrice de la Maison de l'Europe et donc avec l'équipe de la Maison de l'Europe, on a lancé le projet L'Europe, notre avenir, quel avenir? L'objectif c'était de susciter l'intérêt pour les questions européennes et d'encourager le débat. Donc il y a plusieurs tables rondes qui ont été organisées avec notamment le soutien de la Commission européenne sur ce projet-là. Et donc on a fait différentes tables qui ont eu lieu dans les derniers mois et on avait 4 thématiques qui ont été retenues, donc agriculture et environnement, innovation et internationale, sociale et économie, et enfin la dernière qui est de la citoyenneté et d'égalité. Donc on a bougé un peu partout en Ille-et-Vilaine, nous sommes allés à Rennes, nous sommes allés à Menroc et à Vitré. Exactement. Et ce soir, nous sommes à Montfort-sur-Lot. Et c'est un plaisir d'y être. Alors, je ne me suis pas présenté à vous. Je suis Xavier de Montry, je suis journaliste à Rennes et je suis plutôt journaliste économique. Mais je suis très heureux justement d'être à vos côtés pour animer. Mais j'en ai animé 3 sur 4 en réalité. Mais voilà, le Covid étant passé par là, ça m'a permis de remplacer un petit peu au pied levé au départ. Et puis après, j'y ai pris goût les intervenants qui étaient pressentis. Cette rencontre citoyenneté et égalité, pourquoi vous avez choisi de terminer finalement par cette thématique-là? Parce que c'est celle qui nous concerne le plus finalement, nous, les citoyens européens que nous sommes tous. Alors, le choix de la dernière, ça s'est vraiment fait par rapport à l'organisation en fait. C'est vraiment très aléatoire, c'est qu'au fil des relations que l'on a nous avec les Relais Europe, on a pris des contacts, donc il n'y a rien de... Enfin, c'est pas parce que c'est la dernière que c'est pas la moins importante, bien au contraire. Non, ça tombe bien d'ailleurs, parce que ça ouvre un petit peu sur un large champ. Exactement. Et ça va nous permettre d'aller véritablement découvrir des réalisations concrètes en matière européenne dans le domaine de la citoyenneté et dans le domaine de l'égalité. Je vais essayer de ne pas perdre ma voix jusqu'à la fin de cette soirée. Je voulais encore peut-être vous faire préciser, vous l'avez dit, le soutien de la Commission européenne. On va découvrir d'ailleurs dans quelques instants en images un témoignage de Benoît Sapin, qui est le responsable du pôle territorial pour la Commission européenne en France. Oui. Et ça, c'est important de toujours les associer, ces représentants. Alors, ils sont plus qu'associés. En fait, on travaille vraiment en étroite collaboration avec la Commission européenne, puisque la Maison d'Europe est labellisée par la Commission européenne pour être, on va dire, le lien entre les citoyens et les institutions européennes. Donc, à ce titre-là, effectivement, tous les projets que l'on mène, et évidemment tous les projets qui animent aussi la Maison d'Europe, sont faits dans ce sens et donc en collaboration. Donc Benoît Sapin aura le plaisir en tout cas d'introduire cette table ronde ce soir en vidéo. Dans quelques instants, on va le découvrir. Peut-être qu'avant cela, on peut présenter nos 4 intervenants qui vont éclairer chacun à leur manière les différentes facettes de cette vaste problématique, citoyenneté et égalité. C'est vrai que c'est un sujet à la fois essentiel et assez large. Alors pour en parler, je vais aller dans ce sens-là. Il n'y a pas d'ordre de préséance, mais si je vais pour vous de la gauche vers la droite, Yannick Hernandez, vous êtes le délégué académique aux relations européennes et internationales et à la coopération d'AREIC, je crois qu'on dit comme ça dans votre jargon, de l'inspection académique, de l'Académie de Rennes et du rectorat,
pour être tout à fait rectorat de Rennes, pour être tout à fait précis. Évidemment, avec vous, on parlera éducation, formation, place dans les programmes de la connaissance de l'Europe, mais surtout la possibilité aussi de l'expérimenter, de la vivre concrètement, cette Europe, dès le plus jeune âge, à travers des échanges, des accueils et des pratiques pédagogiques peut-être un petit peu renouvelées. En tout cas, c'est ce que nous verrons avec vous. À vos côtés, Christophe Martins, bonsoir, vous êtes le président de Montfort Communauté, nous sommes ici chez vous, merci de nous accueillir, monsieur le président. Vous êtes aussi conseiller départemental d'Ille-et-Vilaine, déjà depuis de nombreuses années, en charge des finances, hein, et c'est donc un volet important. Mais ce soir, je crois que vous allez plus particulièrement nous faire part de votre pratique, justement, de cette citoyenneté européenne à l'échelle d'un territoire comme le vôtre, parce qu'il s'y passe des choses, on va le voir dans quelques instants, et c'est cet aspect-là, à partir des droits, on parle beaucoup des droits européens, du citoyen. Vous aimeriez, je crois, qu'il y ait quelques devoirs aussi, qu'on rappellera. On en verra ça tout à l'heure. Et puis à vos côtés, c'est Louis Potrel qui nous fait l'amitié d'être avec nous, le président de l'association des maires ruraux d'Ille-et-Vilaine. Vous êtes le maire de la commune du Ferré. Tout au bout, me disiez-vous, aux confins de la Manche, vous êtes venu, ça vous a pris un petit peu de temps, on est vraiment heureux de vous avoir avec nous ce soir pour justement pouvoir nous dire aussi comment, peut-être au sein de la structure que vous présidez, cette association des maires ruraux d'Ille-et-Vilaine, comment on vit dans la spécificité de nos territoires et de leur diversité. Il n'y a pas que les grandes villes et que les métropoles, et c'est important d'entendre aussi vos territoires qui ont des choses à dire passionnantes en matière européenne. Et on verra ça, il y a l'agriculture, il y a toutes ces dimensions-là qui se vivent peut-être encore plus au quotidien que dans les grandes villes. Ça sera intéressant de vous écouter et de découvrir votre regard là-dessus. Et puis Karl Durand qui est avec nous aussi. Vous êtes, vous, le président du comité de jumelage de Breteil, et très actif, notamment sur un axe de solidarité France-Pologne depuis de nombreuses années. Vous avez monté des camps jeunesse pour emmener des jeunes du territoire de Breteil et d'à côté en Pologne, et réciproquement vous accueillez, je crois que ça sera le cas en juillet prochain, des jeunes Polonais qui vont venir chez vous. Ça dure déjà depuis 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans, et ça, il se passe des choses formidables. Et alors en plus, j'ajoute que vous étiez il y a encore quelques jours avec une délégation d'aide humanitaire pour apporter des vivres et du soutien non loin de la frontière ukrainienne, c'est ça? On est allé avec Madame la maire de Breteil qui est ici. Voilà. Bonsoir madame. Et un ami polonais qui habite Saint-Gilles, qui nous avait prêté son camion. En fait. On va voir ça tout à l'heure. Voilà, les présentations sont faites. Vous avez effectivement un panel intéressant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Magali, que vous souhaiteriez en préambule rappeler à notre auditoire? Donc, on a été complet. Juste un petit mot sur l'association La Maison de l'Europe. Oui, j'en profite pour un peu de placement produit. Voilà, c'est bien. Exactement. Il faut savoir que la Maison de l'Europe est une association loi 1901 qui est gérée et animée par des passionnés. Donc une petite équipe de bénévoles et de permanents. Et cette association, elle a 20 ans, elle a un peu plus de 20 ans, et elle a été créée par Madame Jeanne-Françoise Hutin, voilà, qu'on salue en tout cas de loin. Et donc nous avons des missions principales. Et nos missions principales, c'est vraiment accompagner les acteurs du terrain à faire vivre l'Europe sur leur territoire. Et ça, c'est important. Et pour cela, on a différents outils. Voilà, je ne vais pas tous les présenter, mais on est sur une démarche d'information, de communication, de sensibilisation et d'animation. Et quand on passe dans le centre-ville de Rennes, c'est très facile d'aller vous trouver. Vous Exactement. êtes place du Parlement. On ne peut pas rêver meilleure adresse. Et c'est un vrai centre de ressources avec beaucoup de documentation, oui. et toujours un accueil sympathique qui nous y attend. Donc voilà, notez bien l'adresse. Merci. Merci beaucoup Magali. Et puis on retrouvera à la fin de cette soirée le président justement de la Maison de l'Europe, Michel Dorin, qui viendra conclure nos échanges. Alors, quand on se pose ces questions de citoyenneté, d'égalité, il y a plusieurs thèmes évidemment qui viennent en tête. Et les questions que l'on a envie de se poser, on les a posées, la Maison de l'Europe les a posées à Benoît Sapin. Je vous le présentais en préambule. Il est le responsable du pôle territorial pour la Commission européenne en France. Il est basé à Marseille, et on lui a envoyé trois questions, pour essayer d'avoir justement le point de vue de la Commission sur ces thématiques, et ce qui nous permettra ensuite d'en débattre et de voir comment ça se passe, chez nous, ici, sur nos territoires d'Ille-et-Vilaine. On lui a demandé que peuvent faire les communes pour éveiller les citoyens de leur territoire à l'Europe.
Améliorer la communication, créer un service Europe, c'est la question qu'on lui a posée. On lui a également demandé que fait la Commission pour développer le sentiment d'appartenance à l'Europe, et donc la conscience de la citoyenneté européenne, et notamment en direction des jeunes, un public dont on sait qu'il est parfois difficile d'attirer l'intérêt sur ces questions. Et puis, en quoi l'Union européenne est-elle sensible, dernier point, on a parlé de citoyenneté, on a parlé d'égalité, est-elle sensible à la question de l'égalité, d'égalité entre les pays, entre les citoyens, entre les personnes? Voilà, c'est les 3 thèmes de questions que nous lui avons soumis. On va écouter tout de suite ses réponses. La représentation de la Commission européenne en France est en fait partie d'un constat, celui d'une crise de confiance réelle à l'égard des institutions européennes, mais pas simplement, mais également des institutions nationales. Et dans ce paysage, toutes les enquêtes le montrent, seuls les élus locaux continuent de préserver ce capital confiance et cette relation de proximité avec leur population. En même temps, on a fait également ce constat parce que les élus nous l'ont dit, qu'ils se sentent mal informés sur les politiques et les dispositifs européens, l'accès au programme par exemple. Donc mieux informer les élus pour les aider à intégrer mieux les politiques européennes et les instruments européens dans leur politique locale. C'est ce qui a motivé la représentation de la Commission européenne en France dans sa volonté de créer un pôle territorial. Ce pôle territorial qui est un service que j'ai le plaisir d'animer et qui s'est donné pour vocation de fournir des clés aux élus locaux, des clés sur les politiques européennes, sur la manière qui leur permettrait et qui permettrait aux élus d'intégrer une dimension européenne dans la gestion de leurs affaires publiques au niveau local. Mieux informer les maires, les élus, pour leur permettre de tenir mieux ce rôle d'animateur du débat européen au niveau local. Voilà un peu la clé et ce qui a motivé notre démarche. Je dirais que le sentiment d'appartenance, c'est d'abord la conscience, la prise de conscience que l'Europe et ses politiques sont inscrites dans le quotidien des citoyens, comme dans le quotidien des communes. J'en parlais tout à l'heure. Ces politiques européennes impactent les politiques publiques et globalement la vie locale. Dans les territoires, mais dans la quotidienneté de la vie de nos concitoyens. En matière d'énergie, de transport, de lutte contre le changement climatique, mais aussi en matière de santé ou d'emploi. C'est ce qu'ont montré et ce qu'a montré la réponse européenne aux crises que nous venons de subir en matière sanitaire ou en matière économique. L'importance d'appartenir à cet ensemble européen a été démontrée dans la force des outils qui ont été mis en œuvre. Et je dois peut-être à ce moment rappeler que la guerre en Europe nous interpelle quand des peuples aspirent à nous rejoindre et à partager ce sentiment d'appartenance européenne. La démocratie est une des valeurs qui est fondamentale et fondatrice de l'Union européenne. L'Union est un espace dans lequel les peuples s'expriment et peuvent participer au choix. On vient de vivre une grande conférence sur l'avenir de l'Union européenne dont les conclusions vont être présentées très prochainement au mois de mai. L'objet de cette conférence était d'impliquer des citoyens. Plusieurs dizaines de milliers ont participé à des débats organisés par des centres Europe Direct, comme la Maison de l'Europe de Rennes, ou bien encore par des élus locaux qui ont rassemblé leurs concitoyens.
Plus que l'égalité, je parlerai d'équité. Peut-être en reprenant cet exemple d'une politique historique de l'Union européenne, qui est la politique de cohésion. C'est une politique dont la logique veut permettre à des territoires de rattraper des retards en termes de développement ou compenser des difficultés qui peuvent être les leurs, et qui concrètement est une politique qui permet de financer des projets locaux, gérés au plus près du terrain, puisque la gestion en est confiée aux conseils régionaux pour ce qui est de la France. Et toujours dans cet esprit de justice et d'équité en matière sociale, cette fois-ci, je veux citer le Fonds social européen, qui, dans le cadre de cette politique de cohésion, permet d'aider les citoyens les plus éloignés de l'emploi en mettant à leur disposition des dispositifs d'accompagnement et de soutien, notamment en termes de formation. Donner sa chance, c'est aussi ce qui régit les politiques européennes en matière de jeunesse. Elle vise notamment à permettre aux jeunes d'exercer leur droit à la mobilité en Europe. Tout le monde connaît, je pense, le programme Erasmus, mais faire des études, effectuer un stage, mener une expérience de volontaires et de bénévoles à travers une action de solidarité dans un autre pays de l'Union, autant d'expériences qui sont formatrices et fondatrices pour un jeune dans son parcours, y compris professionnel. En labellisant 2022 comme étant l'année européenne de la jeunesse, l'Union européenne a voulu mettre en exergue ces dispositifs et développer ces actions. Je peux revenir ici d'ailleurs au rôle du pôle territorial que j'évoquais tout à l'heure, en soulignant l'importance que peuvent avoir les communes pour initier des projets, parce qu'elles sont en charge à la fois du développement et d'une partie du développement économique et social de leur territoire. Bien évidemment, elles sont aussi responsables de politiques et de dispositifs locaux en matière à destination de la jeunesse, et le pôle territorial s'efforce d'accompagner, pour la représentation de la Commission européenne en France, d'accompagner ces communes dans les efforts qu'elles peuvent ou qu'elles veulent mener et cette volonté qu'elles peuvent avoir d'intégrer cette dimension européenne dans leur politique locale. Je veux citer aussi le réseau Europe Direct, qui accompagne également les acteurs locaux et donc les collectivités. Le réseau Europe Direct dont la Maison de l'Europe de Rennes fait partie et qui nous accueille aujourd'hui et que je veux profiter pour remercier. Quand on a entendu dans les propos de Benoît Sapin le rôle déterminant qui est confié aux échelons territoriaux pour être des relais de proximité sur la formation à l'Europe, la connaissance, le porter à connaissance, comme on dit, de tous les dispositifs. Et ils sont un peu compliqués parfois, ils ont des noms, des acronymes peuvent nous perdre un peu. Et puis la question de la citoyenneté, je me tourne vers vous en disant ça, Yannick Hernandez, au rectorat de Rennes, d'Aric, donc délégué académique aux relations européennes, internationales et à la coopération, la conscience de citoyenne européenne, elle s'acquiert finalement dès le plus jeune âge. Et est-ce que c'est pas là, finalement, qu'il faudrait aller chercher la source peut-être de nos difficultés? Si on se compare à d'autres pays européens, on sait que le sentiment d'appartenance des Français à l'Europe, il est moins important que certains de nos voisins. Est-ce que ça vient pas, ça y est, c'est revenu, formidable, est-ce que ça vient de la difficulté d'apprendre l'Europe dès le plus jeune âge? Je disais que l'école en France, elle a son histoire, et son histoire, elle est intimement liée à celle de la République, la République française. L'école, après la Révolution française, c'est bien celle qui aide à construire la République. Donc elle est centrée sur la France, effectivement, profondément, culturellement, historiquement. Et donc, effectivement, il y a des enjeux extrêmement forts qui sont aussi liés à la place de la France dans le monde, où on a tendance, effectivement, à être centré sur la France.
Mais la France a aussi, depuis des années, contribué à la construction de l'espace européen. Elle y est pleinement engagée et elle partage politiquement ces enjeux-là. Et cette politique, eh bien, l'école évolue fortement. Elle évolue d'abord sur la question de la citoyenneté, parce que la question de la citoyenneté fait partie d'une des priorités de l'école en France. Je pense aux valeurs de la République, notamment depuis les attentats de 2015, ça fait partie, c'est la priorité au sein de l'école, c'est partager ces valeurs de la République, avec deux piliers forts, l'enseignement moral et civique, d'une part, et puis l'enseignement qui est lié aux médias et à l'information. Le MI, ça c'est très important. Voilà, le MI. Médias et l'information. Oui, j'essaie de décliner les acronymes pour me faire comprendre. Le club de la presse de Bretagne, dont je fais partie, est très actif dans ce domaine depuis déjà plusieurs années et on fait ces actions-là justement en intervenant auprès des collégiens, des lycéens pour les aider à décrypter la fabrication de l'info et la lutte contre les fake news notamment. Effectivement, il y a des enjeux extrêmement forts et donc cette question des valeurs de la République, elle se traduit aussi dans les enseignements autour de tout ce qui est lié à l'engagement, la lutte contre les discriminations, l'éducation au développement durable, ça comprend des chantiers, je dirais, très larges et très nombreux. Mais ce qui différencie, on est bien loin, vous le sentez bien, du cours de morale d'il y a quelques décennies, ou même de l'instruction civique ou de l'éducation civique. Aujourd'hui, ce que l'on construit chez les élèves, ce sont des compétences. Des compétences et l'engagement, il se vit. Il se vit au travers du projet et il se vit de façon transversale. C'est-à-dire que ce n'est pas un cours, une heure, mais c'est dans la façon d'enseigner à chaque heure et chaque enseignement peut contribuer à cela. Chaque projet permet de développer des compétences citoyennes chez les élèves. Et chaque projet aujourd'hui devrait incorporer justement une dimension, une part d'Europe en quelque sorte dans les programmes. Alors ça dépend des niveaux, me direz-vous, mais c'est une des préconisations qui est proposée. Alors effectivement, il y a la question de la citoyenneté européenne, qui est une forme de déclinaison de cet enjeu lié à la construction de la citoyenneté chez les élèves. Et donc là, on y travaille avec les professeurs de langue vivante, mais pas que, justement avec l'ensemble des enseignements, et on engage, les professeurs engagent leurs élèves, leurs classes, dans des projets à dimension européenne, autour d'enjeux forts comme l'éducation au développement durable, comme les questions liées à la citoyenneté. Je peux peut-être vous donner un exemple. Je vais vous en demander un pour illustrer complètement, justement. Merci. Objectif développement durable. 17 ODD. Les 17 ODD, il y en a un cette année qui est retenu, c'est l'eau propre et assainissement. Et dans ce cadre-là, à l'échelle de la région Bretagne, les lycées sont invités à engager des classes pour représenter un des pays qui aura travaillé autour de la thématique dans le cadre d'une simulation de Parlement européen. Alors c'est intéressant ce projet-là parce que... Il est encore en cours, ce projet. Il est en cours. L'étape finale, c'est au Conseil régional, dans l'hémicycle du Conseil régional, le 4 mai, où des délégations vont venir débattre et présenter leurs idées, c'est-à-dire en prenant en compte la diversité des points de vue, en étant capable de défendre un point de vue sur une thématique qui est liée à l'engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc on voit bien qu'on est au croisement de diverses formes d'engagement. Ça nécessite aussi chez les élèves la capacité à défendre un point de vue, à s'exprimer en public, à écouter l'autre pour finalement construire un projet commun, en tout cas faire une proposition collective. C'est pas si récent que ça, ces démarches-là, ça a quoi, une dizaine, quinzaine d'années, où ça se développe de plus en plus dans tous les établissements? Alors effectivement, on pousse pour que ça se développe de plus en plus et les enseignants développent des projets dans ce domaine-là. Donc on a une vraie politique éducative en Bretagne pour le développement de l'engagement qui se situe principalement au croisement de l'éducation artistique et culturelle, parce que l'accès aux arts et à la culture, c'est aussi, ça va dans le sens de l'équité, de l'égalité, et puis au croisement de l'éducation au développement durable, parce qu'on sait à quel point les enjeux sont forts actuellement.
Voilà, et c'est une bonne manière, effectivement, à la fois de former une conscience citoyenne et puis aussi d'intégrer cette dimension dans justement cette culture partagée à l'échelle européenne. Hein. C'est de plus en plus que ça, parce qu'il y avait quand même, certains dans la salle le savent certainement, un rapport qui avait été assez critique à l'égard justement de la manière dont la France parlait d'Europe, notamment à l'école. C'est l'Institut Jacques Delors qui, en octobre 2020, avait publié ce rapport qui pointait du doigt ce que vous avez très justement rappelé, Yannick Hernandez, en préambule, ce tropisme un peu franco-français, franco-centré de la manière d'appréhender le monde et l'histoire, et ça laisse des traces, évidemment, dans la perception, dans l'ouverture. Mais c'est en train de changer, vous nous dites, c'est plutôt une bonne nouvelle. Christophe Martins, je vous écoutais, je vous voyais très attentif à ces propos, la manière justement dont les plus jeunes générations peuvent s'emparer de ces questions-là. En tant qu'élu de territoire depuis maintenant de longues années, vous les côtoyez, vous les voyez grandir aussi peut-être, ces classes d'âge, on connaît les compétences du conseil départemental en direction des collèges, et est-ce que justement c'est une dimension que vous avez pu accompagner par des initiatives à l'échelle de l'Île-et-Vilaine par exemple? Oui, bonsoir à tous. Avant de répondre à votre question, peut-être poser la question de, finalement, la citoyenneté. C'est une citoyenneté particulière, la citoyenneté européenne. Elle est particulière parce que, vous l'avez dit, elle n'est pas dans nos gènes. Elle a été décrétée en 1992, il y a 30 ans. C'est le traité de Maastricht qui dit « Celui qui naît, celui qui vit en Europe peut être de nationalité et citoyen européen. » Avant, depuis les années 50, avec René Cassin, dont le lycée porte le nom ici, apparaissaient des notions à travers la Convention européenne des droits de l'homme, des notions de citoyen européen, mais c'était très léger. Et comme disait Louis hier, on en a changé un peu. La réalité, c'est qu'on a finalement, c'est particulier, on a deux citoyennetés. Française, espagnole, portugaise, italienne, enfin il y en a 27. Et puis, vous avez le passeport, avec au-dessus, l'Union européenne. Avec ce qui a été donné sur cette citoyenneté, normalement quand on est citoyen français, on a des droits et des devoirs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Citoyen européen, très rapidement, on a reconnu des droits sur lesquels nous, on a pu travailler, nos collectivités locales. Le droit de se déplacer, qui est le principal droit, qui a été remis dans le traité de Maastricht. Ce qui fait qu'on a des comités de jumelage, ce qui fait qu'on a des jeunes qu'on peut envoyer à l'étranger. Ce qui fait qu'on peut donner des partenariats avec les collèges pour qu'il y ait des classes aussi qui aillent découvrir une autre culture. Et puis on a d'autres droits, la protection à l'étranger, par une ambassade d'un tiers, si vous avez des soucis. Vous avez 4-5 droits comme ça, le droit de vote européen, le droit d'être élu dans un conseil municipal, ni d'être maire ni adjoint, mais le droit d'être élu dans un conseil municipal en Europe. Vous pouvez aller en Espagne et siéger. Le droit à l'information. Vous avez tout un tas de droits comme ça qui constituent la citoyenneté européenne et sur lesquels nous, collectivités locales, on peut travailler. Mais c'est une citoyenneté, je vous le disais, totalement inachevée. Pourquoi? Parce que quand vous êtes citoyen français, vous avez des droits, mais vous n'êtes pas qu'un ayant droit. Vous avez aussi des devoirs. Je le sais très bien. Le premier devoir dans sa génération, ça a notamment été d'aller en Algérie. Dans ma génération, il y avait encore le service militaire. Et pour tous, on a le devoir de payer nos impôts. Ce qui fait de nous des citoyens, droits et devoirs. Eh bien, regardez dans les traités. Vous pourrez chercher longtemps, il n'y en a rien. Vous allez pouvoir chercher pendant très très longtemps. Vous ne trouverez pas de devoir européen. Vous trouverez des symboles, un drapeau, une devise, une musique. Enfin, vous trouvez tout un tas de choses sympathiques, mais vous ne trouverez pas cette notion de devoir. Vous ne trouverez pas non plus l'espace commun, pour l'instant. Et c'est ça qui est à construire. Quand je dis espace commun, j'entends l'espace territorial. La France, on sait ce que c'est. Mais
même si les Corses réclament un peu d'autonomie, on n'est pas, les limites françaises sont assez bien définies. Et on ne parle pas d'indépendance. L'espace européen, tout d'un coup il y avait les Anglais, puis maintenant il n'y a plus les Anglais. Puis alors il y a le Brexit, mais les autres veulent rentrer. Quand je dis les autres, il n'y a pas que l'Ukraine. Hein. Je pense notamment aux Turcs, et je pense à d'autres pays. Et donc, cet espace-là, il est déjà un peu plus compliqué. Il n'y a pas de langue commune. Il y a une tentative avec l'espéranto, tentative on dit qu'il faut l'anglais, mais c'est pas évident non plus. On n'a pas de parti politique européen, commun à tous. On a, à l'Europe, ils se regroupent de temps en temps et on trouve des formations bizarroïdes où tout d'un coup tu vas trouver les copains d'Angela Merkel avec les copains de Viktor Orban. Dans le même groupe. Rien de commun. Mais bon, on essaye de faire. En fait, on manque de cet espace. Et vous pensez que ça vient de là, justement, ce déficit d'adhésion? Ça vient notamment de là. Alors, Umberto Eco disait la langue de l'Europe, c'est la traduction. C'est un peu ça. Mais de ces difficultés, nous, collectivités locales, eh bien, on doit travailler avec. On doit travailler avec les comités de jumelage. On doit permettre à tous ces jeunes d'aller découvrir ce qu'est une autre culture, un autre pays, et d'aimer et d'apprécier. On doit essayer de trouver la capacité, nous, à travers des projets, de mobiliser l'Europe pour qu'elle s'imprègne sur les territoires. On le fait avec le leader, on le fait avec le... Je regardais dans le plan, il y avait le numérique. Mais on oublie tout le temps de dire, car on a discuté du numérique, je regarde les élus communautaires, puisque c'est le plus gros budget du Montfort Communauté, c'est la fibre. Nous, on y met 5 millions d'euros, on ne va pas chipoter pour quelques euros près, et on oublie de dire que l'Europe en met quasiment autant. On a quasiment oublié ça. On dit c'est la région. C'est la région. Mais non, c'est pas la région. Il y a l'Europe qui a mis beaucoup d'argent dans... Donc il faut savoir revendiquer, reconnaître... Il faut savoir revendiquer. Et on ne le fait pas assez, d'après vous? Pour moi, c'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez, mais je reviens sur la notion de devoir. Il faut que l'Europe travaille là-dessus. Et vous avez raison de dire. Il faut vraiment que l'Europe travaille sur un impôt commun, sur quelque chose qui soit partagé, pour qu'on ait ce sentiment-là. Sur l'égalité, c'est la même chose. Regardez, la seule notion d'égalité qui existe vraiment à travers notamment les programmes leaders, c'est qu'on doit faire attention à l'égalité homme-femme. Tout projet, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous déposez des projets, même pour les comités de jumelage, on doit justifier que ces projets-là puissent être, sauf exactement le même service aux femmes qu'aux hommes. Et tant mieux. Et tant mieux. On n'est pas bon dans la table ronde ce soir. Mais à part ça, on est encore un peu loin. Vous voyez, même sur la thématique égalité. Y compris là-dessus. Et d'ailleurs, vous avez entendu notre interlocuteur représentant de la commission, Benoît Sapin, reprendre la question en disant « je préfère parler d'équité que d'égalité ». Alors c'est une subtilité linguistique et sémantique qui a son importance. Alors vous avez raison, Christophe Partitz, j'ai un petit document là sous les yeux qui dit qu'aucun traité européen n'énumère aujourd'hui les devoirs du citoyen européen. Seul le préambule de la Charte des droits fondamentaux pose un principe, entre guillemets, le principe que la jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs, sans préciser prudemment sans doute desquels il s'agit. Donc effectivement, cette remarque est tout à fait intéressante. Je me tourne vers votre voisin, Louis Poitrel, je le disais, en tant que président de l'association des maires ruraux d'Ille-et-Vilaine. On entendait parler, et on va y revenir dans quelques instants, sur ces jumelages. Ces jumelages, on connaît l'histoire, ils sont nés dans l'après-guerre, notamment avec les anciennes puissances envers lesquelles on était depuis de longues années ou des décennies en conflit. C'était la réconciliation franco-allemande. Ça a marqué durablement les territoires. J'imagine que chez vous, dans l'association que vous présidez, chaque commune a son jumelage, a une histoire de cette nature-là. Ça perdure encore aujourd'hui, ça fait toujours sens en 2022. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, ça a toujours du sens. Alors, toutes les communes ne sont pas jumelées. Toutes les communes ne sont pas jumelées, oui. Avec des pays européens, mais la plupart des communes sont jumelées avec des communes anglaises ou des communes allemandes. Ah oui.
Alors, il y en a qui se sont ouverts vers la Pologne. Il y a vous, il y a Menrok, qui a un jumelage polonais, et puis je crois qu'il y a aussi Huîtré-Dompierre du Chemin. Voilà. Et Montfort, oui. Et Bretagne, oui. Et Bretagne, on va en parler avec Karl durant dans quelques instants. Et ces jumelages datent, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et globalement, ils fonctionnent. Il y a eu du renouvellement au sein des associations qui portent ces jumelages, et c'est vrai que c'est quelque chose qui joue un rôle important pour les habitants de la commune et des communes voisines, et avec un travail particulier fait en direction des jeunes. Parce qu'on le sait tous, tout le travail pédagogique est surtout à faire auprès de nos jeunes, à travers nos écoles primaires et puis également les collèges. Est-ce que c'est transmissible, j'allais dire, de génération en génération? Vous le rappeliez, certains de ces jumelages ont 40-50 ans. Est-ce que les parents, qui étaient enfants, sont devenus parents, et leurs propres enfants continuent de s'investir dans ces structures, ou ça s'est un petit peu délité? C'est la nouvelle génération, les nouvelles populations qui s'emparent à leur tour de ces questions-là? Il y en a. Alors aujourd'hui, qu'on habite à la ville ou à la campagne, on a énormément de mouvements de population, on a un turnover, puisque le parcours résidentiel a changé. On avait une maison pour une vie, alors qu'aujourd'hui, dans sa vie, on va peut-être en avoir 3 ou 4 en fonction de son âge, de sa situation familiale, et puis de se rapprocher soit des enfants, soit des petits-enfants pour différentes raisons. Donc les attachements sont moins permanents qu'il y a quelques décennies, c'est ça? La société a changé, le rapport au territoire n'est plus le même, mais il y a toujours dans des associations des familles qui se renouvellent à travers les générations, et ce sont souvent des personnes qui portent l'association, notamment dans des communes avec une population un peu plus faible. Justement, par rapport aux attentes de vos concitoyens en matière d'Europe, en matière européenne, très concrètement, pour donner, comme le rappelait et comme le suggérait Christophe Martins à l'instant, des exemples de cet engagement, de cette vie citoyenne, j'allais dire, à hauteur d'hommes et de femmes, est-ce que vous avez, vous, des exemples de démarches ou d'initiatives qui sont vraiment efficaces et qui produisent des résultats dans la durée? Alors, il y a beaucoup de choses qui se font à travers les jumelages, qui est la structure porteuse idéale par rapport à cela. Mais Christophe Martins le disait tout à l'heure, l'Europe est dans notre quotidien, et c'est de façon... Un peu invisible, ce quotidien. C'est même invisible. Dans nos communes rurales, on a notre activité économique qui repose sur l'agriculture. Voilà. Nos agriculteurs, tous les jours, ont la fameuse PAC, la politique agricole commune, qui leur permet de bénéficier d'aides, de subventions, de compléments, et quelquefois... Et qui est décrié aussi. Et qui est décrié, ça passe inaperçu. Il y a également, on en parlait avec le numérique, le très haut débit, la participation de l'Europe, avec la région, le département, les comités de communes et l'État. Et puis il y a d'autres projets qui se font. Mais quand on parle de citoyenneté européenne, je dirais que le problème de la citoyenneté européenne est le même que celui de la citoyenneté française. Aujourd'hui, les habitants ont du mal à définir le rôle, les missions d'une institution, d'une collectivité. Donc c'est la commune, le PCI, département, région. Et on le voit bien, la presse le dit souvent, ils disent les Françaises, les Français sont fâchés avec ce qu'on appelle la politique. Ou le millefeuille territorial et institutionnel, on emploie ce terme aussi. Mais c'est même pas une question de millefeuille, c'est qu'aujourd'hui, on ne se pose plus la question qui apporte ce service, qui fait quoi, et du coup, on pense que tout est devenu naturel, normal. Et je reste convaincu qu'on a beaucoup de choses à faire, et ça passe, à mon avis, par de la pédagogie.
et c'est pour ça que j'évoquais les écoles, je regarde M. Hernandez, qui ont un rôle très important à jouer, tout comme les collèges, mais nous aussi, les élus locaux, les maires, les conseils municipaux. Il y a beaucoup de communes qui ont créé, qui font fonctionner un conseil municipal des jeunes. Et on le voit bien qu'à travers ce conseil municipal des jeunes, on peut faire plein de choses. J'ai, à titre personnel, tenté une expérience l'année dernière. Il y avait double élection, départementale, régionale, avec l'obligation de tenir à la fois 2 bureaux de vote. Et dans une commune, c'est pas simple, hein, pour avoir des permanences d'une durée normale. Et quand on fait le tour de la commune, on sait ceux qui vont être volontaires, puis on sait ceux qui auront du mal à venir. Et puis j'ai dit à mon conseil municipal, je dis, ben moi, je vais écrire à tous les jeunes contre 18 et 21 ans, et je vais leur demander de tenir le bureau de vote. Et vous leur ferez quoi? Est-ce qu'ils gagnent? Et rien à gagner. Et alors, ils avaient une mission plutôt facile, hein, au niveau de l'urne, parce qu'une élection reste une élection dans un cadre assez strict. Et j'étais très surpris du nombre de jeunes qui ont répondu favorablement à cette sollicitation. Et ils étaient très contents, très fiers de tenir le bureau de vote et de voter. Parce que par rapport à cette notion de vote, avec Christophe, on est à peu près du âge, je suis de 67. Je suis 66, on est bon. pareil. Voilà. Et quand j'ai commencé à voter, mes parents me mettaient dans la voiture et puis on allait voter avec les parents. C'était comme ça, notamment dans les communes. Et aujourd'hui, ça s'est perdu. Et je pense que si on veut gagner en citoyenneté européenne, je pense que expliquer, accompagner les jeunes à aller voter, c'est une chose qui peut apporter de bons résultats par la suite. La citoyenneté par les actes, hein, c'est ça finalement vous proposez. Alors il y a une forme de citoyenneté qui est aussi très vécue. Je me tourne vers votre voisin, c'est Karl Durand, président du comité de jumelage de Breteuil, très investi sur les relations France-Pologne. Vous, cette dimension de citoyenneté européenne, vous la vivez depuis quelques années de manière, j'allais dire, très incarnée, très, très concrète, à travers ces comités de jumelage, à travers ces camps de jeunesse que vous avez organisés, qui permettent d'emmener des jeunes, des jeunes de votre commune en Pologne en l'occurrence, et puis d'accueillir en réciprocité. Alors il y a eu les 2 années de Covid, c'était un peu compliqué, mais ça va repartir, vous m'avez dit ça, et c'est formidable cette aventure. Quand vous m'en avez parlé en préparant cette rencontre, vous étiez intarissable sur tous les bienfaits du quotidien que cela apportait en termes de connaissances, d'ouverture d'esprit pour les jeunes et aussi pour les familles qui les envoyaient. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que vous avez tous dit que les comités de jumelage étaient, on va dire, l'un des outils les plus pertinents pour arriver sur une citoyenneté européenne. Et on ramène vraiment des choses très concrètes par rapport au brassage de population. C'est vrai qu'au comité de jumelage de Breteuil, on est jumelé avec une ville polonaise. À Montfort, ils sont également jumelés avec une ville polonaise et une ville allemande. À Ifadik, une ville marocaine. Voilà, c'est le meilleur outil de brassage de population. On parlait des jeunes parce qu'en effet la jeunesse avec la citoyenneté européenne, c'est là que ça peut se forger, mais je dis toujours qu'un comité de jumelage avance sur 2 jambes. Les 2 jambes, c'est les habitants de la commune, parce que c'est d'abord les habitants de la commune, c'est d'abord eux qui ont créé cette amitié, convivialité, échange, brassage, découverte des uns envers les autres. C'est d'abord eux qui ont fait que beaucoup de pays, comme vous disiez, il y a à peu près 15-16 000 comités de jumelage en Europe, villes qui sont jumelées avec une autre ville européenne. Beaucoup de ces comités de jumelage sont nés, en tout cas pour les pays de l'Est, suite à la chute du mur en 90, y compris le nôtre. Du coup, le nôtre est né suite en 90-92, donc il a 30 ans. Et les 30 ans, du coup, c'était des il va les échanges. fêter cette année, hein, je crois qu'il y a en fait, il y a eu le serment de jumelage, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle un serment de jumelage. Et le serment de jumelage, il avait été signé la première fois en 96. On a signé les 20 ans en 2016. Et je pourrais vous lire tout à l'heure un petit extrait du serment de jumelage qui résume exactement ce qu'on est en train de se dire ce soir. Ça parle de citoyenneté européenne et d'unité européenne.
donc du coup, c'est vraiment un document qui fait foi entre deux communes, parce qu'un jumelage, c'est d'abord deux communes. C'est deux communes qui sont jumelées pour échanger des choses ensemble, pour se rencontrer, pour après fédérer des choses ensemble, créer des projets communs. Et c'est vrai que du coup, tous ces échanges, toutes ces relations qui ont pu être mises, qui ont pu exister depuis 25, 30 ans, ça permet de forger en effet cette appartenance européenne. On n'apprend jamais autant que quand on rencontre des gens d'un pays qui n'est pas le sien. Alors justement, des gens qui ne sont pas comme nous, qui parlent une langue différente, qui ont une culture différente, quel est le ressenti premier justement des jeunes que vous emmenez en Pologne? Ils sont surpris, c'est compliqué au début de se comprendre, comment ça se passe? Alors, la première fois, à l'été 2017, du coup, donc on a, comme je vous disais, on a les échanges entre habitants qui existent depuis plus de 25 ans, comme dans beaucoup de jumelages. Il y a eu des camps jeunes par le passé. Je vois mes collègues là, du comité de jumelage, ils ont monté des camps jeunes par le passé. Et l'idée, c'était de revenir justement sur comment est-ce qu'on aurait pu monter un camp qu'avec que des jeunes qui avaient entre 11 et 15 ans. 10 jeunes de Bretagne ou du territoire communautaire et 10 jeunes de notre... Ce sont des mineurs, vous l'avez rappelé, 11-15 ans. 11-15 ans du coup. Donc l'idée c'était vraiment de faire partir des jeunes dans une semaine en Pologne et réciproquement du coup. Donc on était sur un programme de 2 années. Le même groupe avait 2 années du coup d'existence. J'ai accompagné la première fois à l'été 2017 le groupe de jeunes bretayers pour aller en Pologne. On n'était pas arrivé depuis 10 minutes que du coup dans le car il y avait déjà des échanges. Autant les adultes c'est un peu plus compliqué au démarrage, autant les jeunes ça va très vite. On partage des portables, on se montre des choses. Ça va très très vite. Et c'était, on a roulé à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure pour arriver dans la ville où on était, et on aurait dit qu'ils se connaissaient depuis très longtemps. Alors que voilà, on sortait nous de l'aéroport, ils venaient nous chercher à l'aéroport, une grande banderole dans l'aéroport avec la bienvenue aux Français. Voilà, et donc c'était ça du coup. Donc ils ont passé une semaine ensemble. L'année suivante, les Polonais sont venus, du coup, les 10 Polonais sont venus. Heureux de se retrouver. Heureux de se retrouver. Ils avaient correspondu, j'imagine, entre les deux. Oui, et puis pareil, des correspondances assez rapides. Non, on n'est plus obligé de s'écrire, ça va vite. C'est du direct. Donc, et voilà. Donc, mais tout ça n'a pu avoir lieu que parce qu'il y avait aussi toute cette mise en route et ces échanges avec les habitants. Parce que c'est les habitants aussi des communes qui se rencontrent, qui échangent, oui, c'est la génération du dessus. Et toujours. Et donc les deux, moi je trouve que les deux vont de pair. On ne peut pas dissocier l'un et l'autre. L'un n'existe que par l'autre et réciproquement. Et du coup, c'est tout ça qui fait que ces échanges, ça ramène vraiment du concret à ce que, en effet, il y avait un dicton qui disait il faut bouger pour apprendre pour comprendre et comprendre pour agir. C'est exactement ça. Si je bouge pas, je ne sais pas. Et si j'apprends pas, je vais pas faire. Donc du coup, c'est vraiment du très concret tout ça. Et agir, c'est ce que vous avez fait, je le rappelais en vous présentant, puisque vous étiez il y a quelques semaines encore ou quelques jours même en Pologne pour apporter justement de l'aide humanitaire aux réfugiés ukrainiens qui affluent dans ce pays. En fait, là, c'est vrai qu'on a eu une opportunité avec un ami polonais qui a une entreprise donc, qui travaille aussi avec la Pologne, donc qui avait un camion qui m'avait dit moi, mon camion il est disponible si tu veux remplir mon camion pour envoyer des choses en Ukraine. Donc après, j'ai contacté la maire de ma commune, bien sûr, et ça s'est décidé, j'ai réfléchi à peine une seconde. Et du coup, je vais demander, il fallait bien encadrer ce départ, du coup, et il fallait aussi surtout remplir le camion. Ça, on n'a pas eu trop de mal à faire, mais et on est parti en effet. Puis voir surtout là-bas, on s'est rendu compte là-bas comment ça se passait, l'accueil des familles ukrainiennes. De ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut lire. C'est comme à la télé, quelque vous avez vécu exactement les scènes que l'on voit tous les soirs à 20h. Alors, on n'a pas été nous au contact direct parce que du coup, c'était pas. On a vu quelques familles ukrainiennes dans l'hébergement qui avaient été réquisitionnées au niveau de la commune avec lesquelles on est jumelés, mais on a surtout vu la logistique de folie qui est mise en place là-bas pour justement dès qu'il y a des dons, dès qu'il y a des besoins sur tel ou tel endroit, l'acheminement.
mais c'est un truc de fou. Hein. Ils ont une logistique assez phénoménale. Ils sont en train de donner des cours de polonais aux familles ukrainiennes. Ils sont en train il faut occuper les enfants aussi, hein, parce que c'est beaucoup de mamans et c'est beaucoup d'enfants qui sont ados. Donc, faut même pas ados, hein, ils sont même en très bas âge. Donc, il faut occuper les enfants. Voilà, donc il y a un énorme maillage de solidarité qui est mis en place là-bas, mais qui est, pour l'avoir vu, hein, c'est vraiment assez hallucinant. On vous sent encore un peu sous l'émotion de ces moments vécus et des visages que vous avez croisés. On est fiers d'être européens dans ces cas-là. Il y a un idéal qui est partagé. Ah bah oui, dans ce cas-là, on se pose même pas la question. Tout à l'heure, tu disais, on est français, mais là, on se pose même pas la question. On est tout simplement des gens qui habitent sur un territoire commun, et qu'ils soient polonais ou ukrainiens. La question n'est même pas là. La question, c'est que c'est la solidarité entre nous, c'est la citoyenneté entre nous, et que il n'y a même pas de question à se poser par rapport à ça, en fait. Donc, il faut dépasser tout ça. Et c'est vrai que ce que vous disiez tous les trois, hein, on est sur quelque chose qui nous dépasse par rapport à ça, mais le faire vivre comme on le fait vivre à travers les jumelages. Moi qui ai découvert les jumelages à 15 ans, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. J'avais été au démarrage parce que pour nos deux filles, on trouvait que c'était très intéressant de découvrir quelque chose qui n'était pas français, hein, qui était d'un autre pays. Mais on s'est enrichi, mais de manière assez phénoménale par rapport à ça. Alors justement, Yannick Hernandez, qui vous écoutait attentivement et qui hochait la tête à votre témoignage, je pense que le micro qui est là doit à nouveau fonctionner. Oui, c'est bon, vous pouvez les reprendre aussi. On entendait dans ce témoignage l'importance justement de l'apprentissage, de la découverte. C'est ça qui est au cœur aussi du projet que vous déployez. Quand on entend des témoignages comme ça, on se dit on n'a pas tout raté, ça marche, ça fonctionne, il en faudrait davantage encore. C'est ce que vous espérez pouvoir mettre en place ? Oui, effectivement, les trois interventions m'ont fait penser à ce qu'on met en place dans les établissements. Je pense au jumelage. Nous avons la moitié des établissements au jour d'aujourd'hui qui ont au moins un partenariat actif, c'est-à-dire avec des pays européens. Notre objectif demain, c'est d'avoir 100% des écoles et des établissements qui ont un partenariat. Pourquoi ? Parce que pour montrer justement que l'Europe c'est concret, que l'Europe c'est des gens avec qui on travaille, que l'on rencontre, on partage des moments, et avec les jeunes, mais effectivement, ça se passe de façon très naturelle et ça vaut tous les discours. Ça vaut tous les discours et ça permet de développer le sentiment d'appartenance, effectivement, à l'Europe. Il n'y a pas si longtemps, on apprenait une langue et on se disait on va organiser un voyage pédagogique une semaine dans l'année, dans tel pays, pour améliorer nos compétences en langue. On est très loin de cela aujourd'hui, les ambitions elles sont beaucoup plus élevées. L'ambition, c'est ce que l'on dit, c'est l'éducation à la citoyenneté européenne. Et pour éduquer à la citoyenneté européenne, l'enjeu, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire la construction de cet espace européen éducatif en matière d'éducation. Comment l'éducation nationale en France peut-elle contribuer à la construction d'un espace européen en matière d'éducation ? Il y a plusieurs choses. Il y a ces partenariats qui permettent justement de faire rentrer l'Europe dans la classe, dans le quotidien, dans la cour. On rencontre des personnes, on crée des communautés de destin depuis l'école. Et finalement, encore une fois, ça vaut tous les discours, les barrières tombent et on se sent aussi proche. On perçoit à la fois les différences mais aussi les points communs et on avance ensemble, on se projette ensemble. Ça c'est la première chose, c'est pour les élèves, mais pour les enseignants aussi. Les enseignants, on est en train de créer des espaces d'éducation, de formation des enseignants en Europe. C'est-à-dire qu'un enseignant français se forme avec un enseignant d'un autre pays européen et ils sont tous ensemble. Et là, c'est un levier extrêmement fort pour que derrière, ils puissent porter justement cette appartenance à l'Europe et que les choses se fassent aisément. On voit très bien au quotidien, dans les contacts que l'on peut avoir avec les enseignants, qu'il suffit qu'on soit parti, cet enseignant-là soit parti une semaine dans un autre pays pour qu'ensuite il ait envie que ses élèves bénéficient de cette expérience-là. La pédagogie change dans ces cas-là. Et alors, effectivement, parce que dans la rencontre avec les collègues, eh bien, on fait ce petit pas de côté, qu'on n'a pas forcément l'occasion de le faire dans le quotidien, pour s'enrichir, encore une fois, observer les différences, et puis s'enrichir des pratiques, et tout le monde avance ensemble. Et puis, ce que l'on voulait au départ
le développement des compétences en langue, eh bien finalement on ne se pose plus la question. On ne se pose plus la question parce qu'on va se retrouver avec plusieurs pays, personne ne parle la langue parfaitement de l'autre, et donc du coup on va se débrouiller. Et tout le monde se comprend. Et tout le monde se comprend. Ça peut être l'anglais, ça peut être une autre langue, on passe d'une langue à l'autre, et en fait tous les freins qui sont en nous, et là je pense aux élèves, mais aussi au personnel, hein, ce que l'on a culturellement, encore une fois, cette culture française centrée, et bien, tous ces freins qui limitent ou freinent l'apprentissage des langues, eh bien, s'évaporent juste parce qu'on permet d'avoir ce contexte-là. Donc voilà un exemple. Je crois que le 100% d'établissements qui ont un partenariat et des établissements qui peuvent porter des projets européens de manière à développer la mobilité des élèves et des personnels, c'est un levier pour avoir les conditions qui permettent... On a entendu tout à l'heure dans la petite vidéo introductive de Benoît Sapin, il rappelait l'importance des programmes Erasmus, qu'on appelle désormais Erasmus+, pour les échanges plutôt entre les étudiants. Ça a contribué à forger toute une génération de jeunes Européens qui ont découvert un peu, qui ont, j'allais dire presque physiquement, charnellement l'Europe à cette occasion. On parle aussi du service civique européen. Il est peut-être un petit peu moins connu celui-là. Vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Vous avez des éléments, des infos ? Alors effectivement, sur le programme Erasmus+, hein, on parle d'1 million de bébés Erasmus+. Oui, c'est ça. L'affichage, mais je parlais de communauté de destin, on est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est-à-dire que Erasmus+, au départ, c'était les étudiants, aujourd'hui, c'est tout le monde. Aujourd'hui, c'est tout le monde. C'est bien de le rappeler, vous avez raison. On a encore parfois, je viens de faire cette erreur, un prisme qui limite à la population estudiantine. Non, c'est tout le monde. Tout le monde peut en bénéficier. Exactement. Ce sont les jeunes, les étudiants, les apprentis, et voilà, l'enseignement général, technologique, l'enseignement professionnel, tout le monde peut bénéficier de ces fonds européens. Il faut avoir à l'esprit les fonds, les montants de ces fonds-là. C'est assez impressionnant. Hein. On passe de 14 milliards à 28 milliards. Hein. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire autant de mobilité dans les 10 prochaines années. C'est ça le plus d'Erasmus+, hein, c'est ça. Exactement. Que autant de mobilité en 10 ans que le nombre total en 35 ans. Donc et les Français sont dans la course, là bien sûr. Ouais. Alors, oui. Et justement, les écoles, les établissements, et on les invite, on les soutient. Et ça fait le lien avec la question de l'équité. Parce que pour porter une mobilité, effectivement, il y a des enjeux de territoire. Hein. Entre un territoire, il y a des territoires qui sont plus ou moins mobiles. Il y a des élèves aux origines, selon l'origine sociale de l'élève, eh bien, on est plus ou moins mobile. Et puis il y a aussi un facteur déterminant qui est la structure scolaire. C'est-à-dire que, par exemple, une école dans une commune ne peut pas porter une accréditation Erasmus+. Donc il faut que ce soit porté par une collectivité. Donc il y a un enjeu territorial de proximité extrêmement important. À l'échelle du rectorat, eh bien, nous soutenons la mobilité en portant des accréditations pour les lycées professionnels, pour développer la mobilité des élèves, parce que la particularité des lycées professionnels sur le territoire breton... Il y en a beaucoup, hein, mais ils sont petits. Ils sont petits, et il y en a beaucoup, exactement. Et donc c'est plus compliqué d'entrer dans le programme Erasmus+, pour ces raisons-là. Et c'est là qu'il y a de la mutualisation qui peut être mise en œuvre et que vous pouvez jouer ce rôle de fédération. Exactement. C'est l'enjeu en proximité, c'est-à-dire quand l'école ne peut pas porter, ça peut être la collectivité, ça peut être aussi le collège d'à côté qui peut porter dans une logique de consortium pour que élèves et personnel puissent partir et puissent tous partir, quel que soit pour les élèves l'origine. Donc grâce à l'Europe, si je me souviens, on se parle davantage sur les territoires en proximité, on invente des projets communs, on rêve un peu plus loin aussi, en se disant on va peut-être ensemble pouvoir faire quelque chose que tout seul on ne pourrait pas réaliser, c'est ça ? Précisément, on travaille à ça, c'est-à-dire que sur ce sujet-là, l'école elle n'est pas toute seule. L'école elle travaille avec les collectivités territoriales, elle travaille avec le réseau associatif, de manière à ce que justement on puisse porter cet enjeu-là. Il y a le comité régional de la mobilité en Bretagne, avec un tissu associatif très actif, et l'ensemble des partenaires institutionnels sont mobilisés justement pour permettre et aux élèves et au personnel de partir, de rencontrer, de vivre justement ces expériences que l'on évoque.
Compte tenu du contexte, et puis après je me tourne vers vous pour aller prendre des questions ou des commentaires, peut-être des partages d'expérience aussi de votre part. Mais avant d'aller vers vous, peut-être une question un petit peu dans l'actualité. On parlait de la tenue des bureaux de vote là, tout à l'heure avec Louis Potrel. Dans quelques semaines, dans quelques jours maintenant, on va installer les isoloirs à nouveau. Le grand débat, la grande inquiétude, c'est quel va être le taux de participation. Est-ce qu'on va se déplacer Là, et encore, c'est une élection nationale. On connaît le taux d'abstention, la faiblesse de la participation pour les scrutins européens. Comment justement réussir, on est bien au cœur de notre question sur la citoyenneté qui nous réunit ce soir, comment redonner ce goût-là du débat Christophe Marty, je sais que ça vous travaille, ça, ces questions-là. C'est presque un combat permanent chez vous. Mais c'est tout l'enjeu de faire sens commun dans une société. Le grand gain de l'Europe, c'est la démocratie. Il l'a rappelé d'ailleurs, c'est cette stabilité démocratique et de vivre en paix. Maintenant, ça ne tient que s'il y a des électeurs. Le jour où il n'y aura plus d'électeurs, la société, les élus, on ne présentera plus rien. Donc il faut sans arrêt, comme l'a dit Louis, réexpliquer ce qu'est la démocratie, comment ça fonctionne, et expliquer aux citoyens qu'il a ce devoir aussi d'aller voter, ce devoir de s'intéresser à la chose publique, ce devoir de participer, pas de consommer, d'être acteur. Ce que Karl fait, c'est un vrai citoyen. Et alors ça passe par, en effet, plein d'actions, ça passe par des actions avec les conseils municipaux des jeunes, ça passe par des actions avec des clubs. Thomas Matélier là, je ne vais pas inventer le travail que fait Thomas avec le collège Louis Guillaume, mais il y a un club UNESCO. S'intéresser à l'autre, partager, être solidaire, créer, bâtir un projet, ça passe par tous ces éléments-là. Mais ça passe aussi par les parents, parce qu'il n'y a pas que les enfants, ça passe aussi par les parents qui, dans le tissu associatif, doivent pouvoir aussi participer à la vie collective. C'est tous ces éléments-là qu'il faut réussir à mettre petit bout par petit bout, petite brique par petite brique, pour construire la société. Et c'est pas simple, hein. C'est pas simple parce que Karl est gentil, mais regardez le nombre de gens qui s'investissent vraiment dans les associations. Vous trouverez les mêmes. Ça se trouve, Karl est peut-être même dans d'autres associations aussi. Ça peut arriver. Mais c'est un vrai souci, moi qui connais le comité de jumelage depuis des années sur le secteur, on les aide beaucoup à Montfort-Comité, enfin beaucoup, on les aide, n'est-ce pas, Jo mais vous avez souvent les mêmes personnes. Et ils sont plus proches de la retraite que des 30 ans quand même. Non mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des comités de jumelage qui ont du mal à vivre, qui ont du mal à se régénérer. Et là, même avec le soutien de la collectivité. Et je ne vous parle pas des comités de jumelage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en lien avec l'Angleterre ou le Pays de Galles. Hein. Là, c'est plus compliqué. Il n'y a plus de son climat. Là, ça casse les pattes, quoi. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Le Brexit a cassé quand même, quand je pense à Plumlock et avec tout l'effort, tout ce qu'ils ont mis dans la balance pour essayer de travailler. C'est pas simple avec les Gallois. Avec le Brexit, ça c'était compliqué. Non, mais pour revenir à cet effort d'intéresser les citoyens, ça passe par des maisons de l'Europe, ça passe par la fête de l'Europe, ça passe par des magazines, ça passe par l'écriture de temps en temps, ça passe par des conférences, même s'il y a peu de militants aujourd'hui de l'Europe, mais ça passe par toutes ces petites actions. Ça passe par montrer ce qu'on oublie, même moi souvent, montrer combien d'argent a mis l'Europe. Si Eureka fonctionne, Joe, si Eureka, le chantier d'insertion, il fonctionne, c'est pas tant grâce aux communes, c'est le Fonds social européen qui fait vivre le chantier d'insertion. Jamais on le dit. Parce qu'on dit que c'est l'argent du département. Que nenni. C'est l'argent qui est chopé au Fonds social européen, qui passe au département et qu'on reverse à tous les chantiers d'insertion. C'est ça, oui, c'est ça la réalité. Et ça, on ne le dit jamais. Alors pourquoi on ne le dit pas? Je ne sais pas. Alors, il y a plein de choses. Vous savez, c'est un peu comme l'argent des contrats de territoire que le département donne aux communautés de communes.
quand on est maire ou président de commission. On dit que ça vient. C'est celui du département. Là, c'est un peu la même chose. On s'attribue assez facilement le mérite de financer les choses avec l'argent de l'autre. Bon, mais ça, c'est un vrai souci pour l'Europe. Mais ce n'est pas spécifique à la France. Hein. Moi, j'ai une partie de ma famille au Portugal. Pendant des années, les gouvernements portugais se sont bien amusés à expliquer que c'était eux qui avaient reconstruit la totalité du Portugal. Oui, c'est vrai, avec beaucoup d'argent des autres pays aussi. Louis Potrel, justement, sur cette question-là, et puis après je vais vers vous dans la salle. Vos administrés, là je parle en tant qu'au président aussi de l'association des maires ruraux d'Ille-et-Vilaine, vos administrés vous questionnent justement là-dessus, sur l'origine des fonds, ou quand il y a un nouvel équipement dans la commune, quand il y a une réalisation, ça fait parler ou c'est un sujet, ou c'est trop techno? Alors je vais vous répondre avec la plus grande franchise, et je vais faire sourire les élus qui sont présents. Un habitant, par exemple, on fait une salle. Alors ils vont vouloir connaître le coût de la salle, le coût brut, et puis après, que le département, la région ou l'Europe ait donné 20 ou 30%, entre guillemets, ils se moquent, ils vont dire, t'as eu combien de subventions? Et si tu dis 50, 60, 70%, ils vont être contents, mais ils ne vont pas avoir la curiosité de savoir qui a réellement donné. Et puis certains vont dire, un jour, alors j'étais président de la commune Louvigny-Gomété, et puis on avait des travaux rivières, milieu aquatique à faire. Et je vais voir un agriculteur qui n'était pas facile. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Et je lui dis comme ça, bah écoute, profite-en quand même, il y a 80% de subventions. Il me répond, Louis, ne me dis pas ça, parce que les subventions, c'est notre argent public. Donc quelque part, c'est moi qui l'ai versé. Il me dit d'un air très sérieux. Et je lui dis, écoute, alors, son prénom c'est Gilles, je lui dis, Gilles, n'exagère pas quand même, des opérations comme ça, t'en vois pas beaucoup. Et on a énormément de mal C'est de la pédagogie là à faire de la pédagogie. Et Christophe tout à l'heure a évoqué une chose ô combien importante, cette notion de droit et de devoir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît ses droits, mais un certain nombre connaissent très peu leurs devoirs. Et peut-être, ce qui peut être une chance pour l'Europe, malheureusement, compte tenu du contexte, c'est ce qui se passe en Ukraine, ça va peut-être faire prendre conscience aux Européens, quel que soit le pays, la chance qu'ils ont d'avoir l'Union européenne, un territoire de paix et un territoire qui théoriquement est en capacité de se défendre face à un pays rebelle. Et j'espère que ça va provoquer un déclic positif pour l'Europe, mais au détriment du peuple ukrainien quand même. Non, c'est une analyse qui a déjà été évoquée. Je sais que Michel Dorin, vous aviez eu un propos un petit peu similaire sur cet électrochoc qui allait peut-être renforcer le sentiment d'appartenance européen. Parce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas l'Union européenne. On ferait comment pour gérer la crise ukrainienne? Comme on a l'Union européenne, ça nous paraît évident de réfléchir, de travailler collectivement. Mais s'il n'y avait pas cette Europe, ça serait quand même le gros point d'interrogation. Rendez-vous compte, en 3 ans, on croyait qu'on vivait dans le meilleur des mondes. En 3 ans, on a eu une pandémie que notre génération n'avait pas connue. On a quand même cloué les avions au sol. Qu'est-ce qui nous a sauvés? L'Europe, les vaccins, l'achat, les hôpitaux. Là, on a une guerre. Porte de l'Europe. Qu'est-ce qui peut nous sauver? C'est que l'Union européenne, c'est que groupé qu'on peut faire face. Vous voyez, des éléments, des événements et des éléments qu'on croyait passés, révolus. On se disait, c'est fini, les pandémies. Et on s'est un peu endormi d'ailleurs là-dessus. L'espagnol, c'est terminé, et puis la guerre, on n'aura plus jamais ça. La bingo, le retour du réel. Guerre et maladie. Et ben pour combattre ça aujourd'hui, guerre et maladie, il n'y a que l'Europe. Il ne faut pas se leurrer. Et demain, il y aura le changement climatique et tout ce qui s'ensuit. Et là aussi, il faudra avoir une politique coordonnée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des envies d'approfondir un point ou un autre, des témoignages peut-être aussi complémentaires de ceux qu'on vient d'entendre? Voilà, vous levez la main, c'est parfait. Je vais vous demander
peut-être avoir la gentillesse de vous présenter, puis de dire à qui vous posez votre question, si c'est plutôt l'un ou l'autre des participants. Merci. Bonsoir, Michel Burgalet, ancien formateur. J'ai beaucoup aimé vos interventions. Il y a une ambiguïté quand même dans ce qui a été exprimé autour de la notion de citoyenneté. Au démarrage, on a bien fait la différence entre l'égalité et l'équité. Je ne crois pas qu'on puisse raisonner la citoyenneté européenne et la citoyenneté nationale. On n'est pas sur des mêmes niveaux. D'ailleurs, ce qui a été exprimé par les différents intervenants, c'est comment faire pour que les gens se connaissent, apprennent à s'enrichir avec la différence. La question qui est froidement posée, c'est qu'est-ce qui est important aujourd'hui sur le plan éducatif dans une économie interdépendante où on est tous en fait, on appartient tous à différents territoires et l'échelle de réflexion n'est plus simplement l'Europe, mais on doit réfléchir à l'échelle mondiale. Le problème climatique, c'est un problème mondial. Il me semble que derrière tout ce que vous avez dit, vous travaillez d'une manière plus ou moins directe sur un certain nombre quand même de choses qui paraissent essentielles. C'est en fait un certain nombre de valeurs. Et on sent bien quand on est au niveau de l'Europe que le problème des valeurs européennes, c'est quelque chose d'important. Et quand on ne respecte pas les valeurs européennes, comme la Hongrie, comme la Pologne, ça crée des problèmes. Et je pense que ça mériterait que ces valeurs européennes soient réexprimées de manière à ce qu'on en prenne bien conscience sur le plan éducatif. Ce sont des valeurs qui sont excessivement fortes. Alors, notre question, c'est pourquoi l'Europe est mal perçue? Elle est mal perçue pour plusieurs raisons. Elle a été créée dans un contexte des années 50 avec beaucoup d'espoir. L'espoir en termes de paix, espoir en termes d'autosuffisance alimentaire, etc. Et puis l'Europe a réussi ses objectifs. Et le discours sur l'Europe, par les ministres de chaque pays, ont complètement changé. Tout ce qu'ils apportaient de positif à leur population, c'était eux qui l'avaient obtenu. Tous les problèmes provenaient de l'Europe. Et donc l'Europe est apparue en fait comme la source des problèmes et non plus comme la source des solutions. Et dans le contexte actuel, vous l'avez rappelé, depuis 2 ou 3 ans, on s'aperçoit que l'Europe est effectivement source de solutions. Mais on ne le dit pas, à mon avis, suffisamment fort. Là, vous venez de le dire avec beaucoup de conviction. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Je ne sais pas si elle suscite, c'est moins une question qu'un constat, et très bien formulé. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous souhaitez réagir sur le plateau? Pas forcément, on va peut-être prendre d'autres interventions. Madame, j'arrive. Avec le micro. Voilà. Merci. Donc Fabienne Bondon, maire de la commune de Lannoy, toute petite commune et commune de Montfort Communauté. Et moi je raisonne un peu, je suis profondément au fond de moi européenne pour 10 000 raisons. Et je le ressens d'autant plus qu'une toute petite commune, sans sa communauté de communes, c'est comme la France sans l'Europe, hein, en fait, pour résumer. Donc ça veut dire qu'on ne peut rien faire tout seul aujourd'hui et qu'on a tous besoin de faire ensemble. Par contre, Christophe, tu as oublié quand même de parler de la mobilité qu'on fait pour nos jeunes, et je pense que ça peut être, bon, si on n'est que des gens du territoire, peut-être que tout le monde la connaît, mais je te laisserai l'exposer parce que c'est, je pense, quelque chose d'important. Et je voulais rebondir de manière plus terre à terre avec monsieur là, qui représente l'éducation nationale, je sais où le rectorat, enfin, je ne sais pas si ça a évolué. Moi j'ai eu la chance, il y a très très longtemps, de faire des échanges dans le cadre de ma scolarité, mais où j'étais logé dans la famille, un peu comme je pense les groupes du comité de jumelage. Je recevais après le jeune ou la jeune du pays dans lequel, et du coup comme ça on crée des liens qu'on pouvait garder très longtemps. Et mes 2 filles, une d'elles a eu la chance de pouvoir aller dans une famille anglaise et recevoir l'anglaise, et depuis elles sont toujours amies, et cette même fille a eu cette même chance, je parle de école de Montfort-sur-Meux, hein, pour dans une famille espagnole,
Et depuis, non seulement ils sont toujours amis, mais on est amis avec la famille. Mon autre fille a eu moins de chance, elle s'est retrouvée à plusieurs dans des familles qui étaient, et ça s'est passé tant au Pays de Galles qu'en Espagne, dans le cadre des échanges scolaires, où elle était logée avec plusieurs copines, donc ça charmant, ravie, plus rassurant d'être avec plusieurs copines, dans des familles qui étaient donc rémunérées, si j'ai bien compris, pour accueillir ces jeunes. Et on m'a expliqué que c'est parce que on n'apprenait plus le français, donc on faisait, tant en Espagne qu'en Angleterre, c'était plus une langue qui était... Donc du coup, il n'y avait plus d'intérêt, on ne trouvait plus de familles qui voulaient accueillir. Mais je pense qu'effectivement, peut-être grâce à ces nouveaux programmes, où on ne se concentre plus sur les échanges liés à la langue, mais sur des projets, que les jeunes puissent revivre le quotidien. Et quand ils vont dans le pays, qu'on arrête de les promener comme un voyage du troisième âge, de tous les sites, et qu'on les laisse vivre un peu du temps dans ces familles. Il n'y a que comme ça qu'on crée des liens. Et une semaine, c'est trop court. Voilà, c'était du très terre-à-terre. C'était surtout très concret. Merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce que Yannick Hernandez, vous souhaitez... Oui, bon. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, merci de votre témoignage. Effectivement, vous parlez de quelque chose de très concret. Et c'est bien dans ce sens-là que l'on construit les partenariats, c'est-à-dire permettre la rencontre avec les partenaires européens, pour justement ne pas être dans une logique de consommation où je vais voir, découvrir, repartir comme je pourrais le faire sur un temps hors scolaire. Mais tout à l'heure, je parlais de communauté de destin. Ça passe par cette rencontre, ces temps partagés, ces temps informels autour d'un repas, autour d'activités qui ne sont pas forcément organisées et qui permettent vraiment les rencontres et de créer des liens fraternels parfois à long terme. Oui, effectivement, on est au cœur du sujet. Karl, on voudrait compléter, hein, je voulais vous suggérer de prendre le micro, voilà, qu'il arrive jusqu'à vous, parce que vous vivez ça au quotidien, je crois aussi. En fait, ce que tu expliquais tout à l'heure par rapport au projet au niveau des établissements scolaires qui avaient des relations avec d'autres établissements d'autres pays européens, ce qu'on va mettre en place au sein d'une classe d'une enseignante à Breteuil, c'est un échange de classe avec une enseignante de notre ville jumelle. Donc du coup, c'est dupliquer ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais du coup à l'échelle d'une classe. Donc par rapport à ce que vous disiez, là on serait vraiment sur un échange d'une enseignante qui enseigne des CE1, CE2 de mémoire, pour avoir une enseignante qui fasse la même chose là-bas. Surtout que maintenant avec les outils bureautiques, informatiques, les échanges peuvent être assez faciles. Et là on est vraiment sur du pratico-pratique, du concret aussi. Comment apprendre l'Europe, comment apprendre ce qui se passe dans notre pays, si ce n'est que d'échanger directement avec eux, sur plein de choses. La gastronomie. Ouais, j'allais dire faire la cuisine ensemble. C'est plein de choses. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait pour Noël, qu'est-ce qu'on fait pour plein de choses. Il y a plein de choses qui sont différentes d'un pays à l'autre. Et les jeunes sont très curieux d'apprendre tout ça. Donc c'est vraiment, là on a fait une enseignante à cette volonté-là d'être ce qu'ils appellent les projets e-twinning, du coup des échanges de classe pour mettre en place ces échanges. Donc on voit qu'on est sur plusieurs échelles, les habitants, les jeunes, mais aussi les enseignants qui peuvent aussi avoir des initiatives par rapport à ça. Donc ça peut être quelque chose de très concret. Et c'est vrai que vous avez raison d'insister là-dessus. Les outils numériques aujourd'hui qui sont largement partagés sont un accélérateur, un vecteur de partage d'infos et de mise en lien en quelque sorte qui n'existait pas. Je reprends la formule de Louis Potrel à notre époque, hein, on n'avait pas tout ça. Et pourtant il y avait déjà des échanges. Mais là on a des outils qui permettent sans doute d'aller plus loin. Encore une ou deux questions. Juste oui, pour répondre à la question sur les mobilités des jeunes en Pays de Montfort. J'ai bien suivi. C'était ça la question. On devrait fêter presque les 10 ans sur la bourse mobilité. On a une bourse mobilité. On a combien maintenant? 250 euros par jeune pour un projet. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet simplement d'autonomie et de découverte, ça peut être un projet aussi humanitaire à l'étranger. On ne s'est pas arrêté aux frontières de l'Europe. Et je crois qu'on a fait tous les continents, je ne dois pas me tromper. On a des jeunes qui vont, évidemment au Canada, on en a un paquet, mais au Laos, au Chili, quelqu'un qui est revenu marié d'ailleurs du Chili.
ça a moins plu à ses parents, mais c'est ainsi. Donc on a accompagné tout un tas de jeunes à découvrir le monde. Ça a sauvé des jeunes. Il y a des jeunes qui étaient dans les difficultés scolaires et qui s'en sortaient plus du tout. Je me souviens de quelqu'un, un Danois d'ailleurs, dont les parents m'avaient dit c'est fini. 17 ans, on n'en fera plus rien. Et bien si, elle fait 3 mois à l'étranger, elle est revenue, elle a repassé un diplôme, elle a été totalement remobilisée. Elle a découvert des ressources. Des ressources, oui, à l'extérieur. Donc ça, c'est bien. Juste, Michel, pour revenir sur... tu disais paradoxal. C'est dur de définir la citoyenneté européenne. Quand tu parles des jeunes, moi quand j'allais au Portugal, quand je regardais la télé, le seul truc que j'étais pas perdu, et c'est triste à dire, parce qu'il n'y a pas, là-bas, il n'y a pas de doublage, il n'y a rien, il n'y a pas de... Bien, c'est les feuilletons américains. Et ce que je partage de la jeunesse, bien souvent, c'est triste à dire en Europe, mais ça va être les séries américaines, ça va être les outils numériques américains, ça va être la data américaine, ça va être... Et c'est là où... La question de la souveraineté. Hein. La question de la souveraineté. Derrière, il n'y a pas de citoyenneté sans souveraineté. En tout cas, il n'y a pas de souveraineté sans citoyenneté. Et ça, c'est important, et on est en train de le découvrir avec la guerre. C'est-à-dire, pas d'armée, pas de souveraineté, parce qu'on n'a pas encore tout à fait la citoyenneté. Voilà cette ambiguïté de l'Europe. Et puis, on peut partager les produits américains. Le McDo, il y en a dans tous les pays européens. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ça fait de nous une culture commune? Non. Pas européenne, en tout cas. Non. Je ne fais pas de la pub pour McDo, je déteste pas McDo, c'est le problème, il n'est pas là, mais... C'est un symbole, en tout cas, qui parle à tout le monde. Merci beaucoup. Je regarde l'heure parce que c'est aussi la fonction qui est la mienne ce soir à vos côtés. On est bien. On peut encore prendre une question ou deux, si elles sont courtes et les réponses précises. Et ensuite, j'inviterai Michel Dorin, président de la Maison de l'Europe, à conclure cette soirée. Juste un truc qui pourrait être bien, c'est un jour qu'il y ait une équipe de football européenne. Un jour qu'il y ait une équipe de basket européenne. Tu vois, c'est des choses qui montreraient. Parce qu'on est un petit pays, finalement, l'Europe. Il y a bien une équipe russe, il y a une équipe des États-Unis, il n'y a jamais d'équipe européenne. Alors ça donnerait du sens, quelquefois, à l'action. Il y a plein de petites choses comme ça à faire, comme le jour du vote. Pourquoi on ne vote pas tous le même jour aux élections européennes? L'importance des symboles, hein, c'est ça. Mais c'est important, parce que c'est ça qui compte. Mais les symboles ont construit la France. Parce que c'était plein de petites régions. C'est ces symboles. Et là, ça manque de ferveur là-dessus. Et d'ardeur, il faut aller beaucoup plus loin. Pourquoi on vote 2 semaines avant au Portugal, 2 semaines après en France, et 1 semaine encore après en Italie? Ça rime à rien, cette histoire. On ne peut pas se sentir citoyen. On ne peut pas attendre les résultats avec impatience, là, c'est pas possible. Unité de lieu, de temps, c'est ça, c'est important. Merci beaucoup pour la passion qu'on entend dans vos propositions. Allez, une question, une remarque, un commentaire, une envie d'aller plus loin, une proposition, un match de foot, mais il y a peut-être d'autres propositions pour se sentir vraiment européen. Alors, je vais sortir du foot, Michel Bonneau, de Montfort-sur-Meuse. Je voulais faire une remarque sur le fait que la citoyenneté s'apprend est un résultat d'histoire. En fait. Et ma question est à M. Hernandez, si j'espère que je n'écorche pas votre nom. Qu'est-ce qui est fait au niveau des programmes d'enseignement de l'histoire en particulier, de la géographie aussi, mais surtout de l'histoire. Et je vais prendre un seul exemple pour illustrer. Pendant toutes nos scolarités, on nous rebat les oreilles des guerres napoléoniennes. Hein, et Napoléon, comme Louis XIV, sont les deux personnalités françaises les plus reconnues. Ce qu'elles ont en commun, c'est que quand elles sont mortes, elles ont laissé un champ d'orline. Aussi bien en France qu'en Europe. Ma question est à savoir, dans les programmes, est-ce qu'on ne pourrait pas introduire, par exemple pour les guerres napoléoniennes, à titre d'exemple, quel est le point de vue des autres pays d'Europe sur les guerres napoléoniennes? C'est un petit exemple qu'on peut multiplier à l'infini. Quel est le point de vue des autres citoyens européens sur les événements historiques? On appelle ça le vu d'ailleurs hein, dans les rubriques de journaux, mais c'est important cette question et par exemple, Yannick Hernandez va vous répondre. Merci pour cette question. Oui, merci pour cette question. Je vais peut-être vous
décevoir, mais je ne peux pas vous répondre avec précision parce que ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est le développement de l'international. Bien entendu, c'est lié à cela. Ça me fait quand même penser à un enjeu au sein des enseignements. C'est la question d'enseigner l'Europe. Et ce n'est pas forcément lié uniquement à l'enseignement de l'histoire et géographie, comme on pourrait y penser spontanément, mais comment chacune des disciplines peut contribuer à cet enseigner l'Europe. Donc là, il y a un enjeu fort. Sur l'académie, on forme les enseignants à cette question-là. Je sais que les collègues d'histoire et géographie sont mobilisés sur les questions européennes. Malheureusement, je ne peux pas vous apporter une réponse précise, mais c'est un vrai sujet quand même. Je n'ai aucun doute sur le fait que c'est un vrai sujet soit partagé. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette question, merci pour cette réponse. On va proposer à Michel Dorin, président de la Maison de l'Europe de Bretagne, de venir nous rejoindre pour conclure. Je ne sais pas si on peut conclure après un échange comme celui-là, qui a été très riche. On a partagé à la fois des aspects de droit, des grands concepts, et puis beaucoup de concret aussi. Moi, c'est ça qui m'a frappé ce soir à vos côtés, c'est que là, pour le coup, on était vraiment dans une Europe à hauteur d'hommes et de femmes, très enracinée, très concrète, avec des témoignages, avec beaucoup d'envie aussi partagée, et ça la rend du coup, cette Europe, je trouve, beaucoup plus proche. Michel, qu'en avez-vous retenu ? Et que voulez-vous dire ? Qu'est-ce que j'ai retenu? Alors là, voilà, on est exactement, c'est dans le cas de figure, n'est-ce pas, d'un professeur qui a fait son cours et puis qui dit un peu aux élèves, bon, bah, dites-moi un peu ce que vous avez retenu. Ça devient compliqué. Donc, moi, je vous ai quand même écouté avec grand plaisir. D'abord, ce qui me fait plaisir, je veux dire, en tant que président de la Maison de l'Europe, c'est surtout d'entendre des gens dont on sait très bien que tout en étant, je dirais, responsables à l'intérieur de chacun de nos territoires, c'est ces petites parcelles qui sont au sein de l'Union européenne, et bien qu'on a, je dirais, des discussions et des envies qui sont des envies, je dirais, beaucoup plus importantes, beaucoup plus fortes, de tirer, je dirais, tout le monde, je veux dire, vers le haut. Je pense que c'est ça l'Europe, c'est tirer tout le monde vers le haut. Alors si je vous ai bien écouté, les uns ou les autres, je dirais que dans ce que vous nous avez dit, il y a deux points principaux. La première des choses, c'est de participer. On va voir comment. Et le deuxième point que vous avez cité, c'est apprendre. Participer, alors participer, ça peut se passer, comme nous l'a dit Louis Potrel, tout simplement par cet apprentissage qu'on peut avoir vis-à-vis de nos enfants, de savoir voter. On ne sera pas citoyen européen si on ne commence pas par être citoyen français. Et quelqu'un qui ne vote pas, pour moi, n'est pas un vrai citoyen. Et c'est ce message-là que je souhaite que tout le monde puisse faire passer. L'abstention, c'est ne pas prendre position. Ne pas prendre position, c'est laisser le choix aux autres de décider pour vous. Ça n'est pas la peine après d'aller, je dirais, gesticuler ou de montrer son mécontentement si on n'a pas pris position à un moment donné. Et pour ce qui est important aussi de dire à nos jeunes, c'est de dire, vous ne serez sûrement pas en accord avec tous les hommes politiques qui se présentent. Pour chacun d'entre vous, vous allez dire, oui, il y a un côté, il est bien, mais il y a un autre côté, j'aime pas trop. Bon, à un moment donné, il faut choisir, c'est-à-dire que c'est la balance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, je dirais, nos hommes politiques ne sont pas des saints, je ne pense pas, et comme nous d'ailleurs, il faut les prendre tels qu'ils sont. Et il faut essayer d'avoir la balance, est-ce que ça penche du bon côté, ou éventuellement du mauvais côté, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas. Donc ça, c'est la première chose, et je pense que ce que vous avez dit, Louis Potrel, tout à l'heure, c'est important, ça se passe au sein de la famille. C'est la famille qui doit apprendre. Moi, je considère aussi, et là je sors un peu du cadre européen, l'éducation nationale, c'est plutôt l'instruction. L'éducation doit se faire à la maison, en lien, bien évidemment, et par contre, ce qui se passe, ce que nous donne l'éducation nationale. Mais c'est aux parents, c'est à nous, c'est à la famille de pouvoir transmettre, je dirais, à nos enfants. Participer aussi, eh bien, c'est ce que vous avez dit, vous, Christophe Martins, eh bien, la participation, moi j'ai trouvé très intéressant le fait que vous disiez que notre citoyenneté européenne est une citoyenneté inachevée. Et pourquoi elle est inachevée? Elle est inachevée parce que finalement, on n'a pas de devoir. Or, quand on est dans une société, quelle qu'elle soit, et la société, elle commence à l'intérieur de la famille, déjà aussi,
eh bien, on a des droits, je dirais, à l'intérieur de la famille, mais on a aussi des devoirs. On a des droits au sein de la commune, on a des devoirs au sein de la commune, on a des droits au niveau national, on a des devoirs au niveau national. Et le fait que, comment dire, cette citoyenneté inachevée fait que, eh bien, on a trop tendance à toujours dire « j'ai bien le droit ». Oui, tu as bien le droit, mais en contrepartie de quoi? Il n'y a pas de droit sans devoir, et il n'y a pas de devoir sans droit. Donc ça, c'est participer. Je pense qu'on pourrait très bien considérer, vous savez que quand on remplit une feuille d'impôt, voilà, eh bien, on donne un certain montant à la commune, à la communauté de communes, au département, à la région et tout. Eh bien, on pourrait très bien avoir quelque part une ligne qui s'appelle comme Union européenne, puisque après tout, on devrait pouvoir, c'est par l'impôt aussi que l'on crée la citoyenneté. C'est la problématique que moi je ressens. Bon. À côté de cela, donc, participer, mais pour participer, il faut comprendre et il faut apprendre. Il faut apprendre donc, et c'est ce que vous nous avez dit, Yannick Hernandez, objectif de l'éducation nationale, 100% des établissements doivent avoir ou pourront avoir un partenariat avec un autre établissement de l'Union européenne. Parce que finalement, l'Europe, ça n'est pas ce que certains voudraient simplement nous laisser dire, c'est-à-dire qu'une entité un peu fuligineuse qui se trouve du côté de Bruxelles et qui prend des décisions totalement erratiques sur lesquelles on n'est absolument pas d'accord. Ça n'est pas ça. L'Europe, elle est ici. L'Europe, c'est nous, l'Europe, c'est vous. L'Europe, c'est justement tous les gens qu'on peut rencontrer. Et c'est en rencontrant les gens qu'on peut apprendre. Et là, de ce côté-là, on rejoint tout à fait ce que nous disait notre ami Karl Durand tout à l'heure, et c'est ce à quoi servent les comités de jumelage. Je suis bien d'accord avec vous en disant que la problématique des comités de jumelage, puisque je les connais par une autre association qui est Bretagne-Pologne, les comités de jumelage, c'est des comités de jumelage vieillissants. Qui est-ce qui va le remplacer? C'est pas le téléphone portable, c'est pas Facebook qui va nous remplacer de comités de jumelage, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est à nous à gérer. C'est donc, il faut apprendre, il faut comprendre. Et on ne peut pas comprendre ce qu'est l'autre si on ne l'a pas vu et si on n'a pas discuté avec lui. Comprendre l'autre, c'est aussi, et là je vous rejoindrai, c'est aussi comprendre l'histoire qui nous a menés chacun dans nos pays à la situation où nous sommes aujourd'hui. Quand je suis devant des étudiants à l'université qui, eux, connaissent Erasmus, vont à l'étranger, je leur dis, écoutez, quand vous allez dans un pays dans lequel vous n'avez jamais mis les pieds, s'il vous plaît, la première des choses que vous avez à faire, lisez ou apprenez un tant soit peu d'histoire. Si vous n'apprenez pas l'histoire, si vous ne comprenez pas l'histoire, vous ne saurez pas pourquoi les gens réagissent de telle ou telle manière aujourd'hui. Prenons l'exemple d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les Polonais aident aussi fortement les Ukrainiens? C'est pas compliqué. Vous regardez l'histoire de la Pologne face à la Russie depuis le début du 19e siècle, et même avant, et vous comprenez tout de suite. C'est inscrit dans les gènes. Les personnes physiques ont une mémoire qui est une mémoire à la hauteur de notre âge, de ce que nous avons. Un peuple a une mémoire longue, qui va s'étendre sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. La France, comme vous l'avez dit très bien, la France ne s'est pas constituée aujourd'hui, elle s'est constituée, c'est un cumul d'informations, d'histoires, qui nous ont créés, qui nous ont constitués, qui fait qu'on pense d'une manière qui est un peu différente des autres. Mais apprenons ce qu'est l'autre, c'est ce qu'on appelle l'altérité. Si on comprend l'autre, on va tout de suite d'abord s'entendre, c'est la première des choses. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que nos jeunes, comme tu l'as dit, Karl, tout à l'heure, les jeunes, on les met ensemble et ils sont tout de suite copains, tandis que nous, les plus vieux, on est beaucoup plus coincés. Et on a de toute façon parfois des idées préconçues que les jeunes n'ont pas. Donc apprenons aussi ou faisons apprendre. Et faisons connaître. Faisons connaître, donc, et pour faire connaître, c'est entre autres faire connaître quelles sont les valeurs européennes.
Et ça, on n'en parle pas suffisamment. Je vais faire une petite parenthèse. J'espère que je ne suis pas trop long, Xavier. Faire une petite parenthèse. Il est sûr, et moi je m'inscris un petit peu face à ça, c'est que nos édiles politiques ou nos structures politiques oublient là où l'Europe aide les territoires. C'est-à-dire que c'est marqué nulle part. Vous prenez le simple exemple, je vais prendre Rennes, le métro de Rennes, il y a un endroit où vous avez un panneau qui indique combien l'Union européenne a versé, c'est dans les stations qui sont tout à fait aux deux extrémités, mais surtout pas au milieu du centre-ville. Comment on peut savoir? Je suis allé, vous avez parlé du Portugal, je suis allé j'ai un fils qui travaille au Portugal, dans une petite ville, 12 000 habitants, il y a un bâtiment en rénovation. Face sur ce bâtiment en rénovation, vous avez un panneau qui doit faire au moins 3 mètres sur 2, avec la photo, et il y a marqué, voilà, alors, les fonds on a bénéficié des fonds les fonds régionaux, etc., et fonds de l'Union européenne, tant. En plein milieu, en plein centre de la ville. Je voudrais bien trouver un endroit en Bretagne où il y a de tels panneaux, en plein centre-ville, dans un bâtiment ou dans une structure qui est en rénovation. Il n'y en a pas. Et de temps en temps, effectivement, on a tendance à noyer, c'est-à-dire les fonds qui sont distribués par telle ou telle structure. Je ne citerai pas parce que je ne veux pas me mettre en porte-à-faux avec je dirais, des gens que je considère qui sont très bien, mais quelque part, on se dit, bon sang, pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas? On devrait le dire, ça n'enlève rien à celui qui le dit, mais par contre, ça rajoute quelque chose de beaucoup plus, je dirais, à cette construction que l'on va avoir, qui est l'Europe. Enfin, je dirais, et pour terminer, l'Europe, elle se construit dans le temps long. On n'est pas, on a dit tout à l'heure, la situation des Français, la situation européenne, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, oui. Dans 2 siècles, on sera tous citoyens européens. Aujourd'hui, je n'entends pas parler, je ne suis pas du pays, je ne suis pas d'ici, je suis immigré ici en Bretagne, mais j'entends plus parler de citoyens bretons. Bon. On parle effectivement d'une culture bretonne, d'un assentiment breton, ça ce qui est très bien, je dirais, j'ai rien contre. Mais donc, travaillons pour le temps long. Nous ne construisons pas pour nous construisons pour des choses qui vont se passer dans 1 siècle, dans 2 siècles ou dans 3 siècles. Moi, mon petit-fils, il verra, quand il aura mon âge à peu près, il verra le 22e siècle. Il sera un peu plus vieux que moi encore, mais bon, il verra le 22e siècle. Mes grands-parents, ils sont nés au 19e siècle. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. C'est 2 vies où pratiquement l'une à côté de l'autre. Et donc, nous construisons dans le temps long. Et nous construisons dans le temps long cette Union européenne. Et cette Union européenne, pour moi, elle s'appuie sur 2 choses qui sont distinctes et qui sont jumelées, et qui sont chez nous, qui sont interdépendantes. C'est à la fois le cœur et la raison. Et c'est bien pour ces 2 motifs-là que nous avancerons et que nous créerons cet outil qui a quelques inconvénients, c'est vrai, mais qui a aussi beaucoup d'avantages et qui aura surtout beaucoup d'avantages pour ceux qui nous suivront. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup Michel. Michel Dorin, président de la Maison de l'Europe. Merci à tous les 4 pour votre participation très active. À vous aussi qui avez, par vos questions et vos témoignages, alimenté notre réflexion commune. Très bonne soirée, rentrez bien chez vous et à bientôt.